C'est une histoire allemande, mais cela pourrait aussi être une histoire française. À Lörrach, je ne sais pas si on prononce bien, en Allemagne, très intéressant ce qui s'est passé. Une quarantaine de locataires ont reçu un avis d'expulsion de leur logement. Pour quelle raison? Pour faire de la place à des réfugiés ukrainiens. Les expulsés sont stupéfaits de cette histoire. Pourtant, on ne parle pas vraiment en France. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas croire qu'elle pourrait peut-être nous interpeller moins? Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas du tout ce genre d'histoire? Alors, on est devant une histoire assez frappante. C'est-à-dire, on explique qu'on doit recevoir dans nos pays des réfugiés et on suppose qu'on a les capacités d'accueillir ces réfugiés. On suppose que c'est parce qu'on est des sociétés prospères, avec le droit, bon, tout ce qu'il faudrait. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette petite ville qui est à la frontière d'Allemagne, France et Suisse? Il y a 40 locataires, 36 en fait, si je ne me trompe pas, se font dire... Non, 40 locataires se font dire, désolé, mais vous allez devoir quitter votre logement car nous recevrons d'ici la fin de l'année 356 réfugiés et ukrainiens. Et on précise, pendant d'un article à l'autre, on dit « et peut-être d'ailleurs ». Mais bon, pour l'instant, des réfugiés ukrainiens. Et donc, on dit aux gens, désolé, décampez, il faut faire de la place pour d'autres. Là, vous devinez, il y a une forme de stupéfaction. Parmi les gens qui se font chasser de chez eux pour installer à la place des réfugiés, certains sont là depuis quelques mois, mais d'autres sont là depuis 20 ans, depuis 30 ans, et on leur dit, désolé, il faut que vous fassiez de la place pour quelqu'un d'autre. Je cite, par exemple, la propriété sera utilisée, c'est dans la lettre de l'association qui a été envoyée aux gens. Les gens reçoivent une lettre, on leur explique pourquoi ils doivent décamper de chez eux. La propriété sera utilisée à l'avenir en raison de son aptitude particulière à accueillir des réfugiés de la guerre d'Ukraine. On ajoute, ces appartements nous aident beaucoup à fournir aux personnes qui arrivent dans la ville un espace de vie et à remplir ainsi nos tâches urbaines. C'est exceptionnel. Donc là, on dit, dégagez, vous n'êtes plus chez vous, de nouvelles personnes qui viennent d'ailleurs vous remplacent. Vous me pardonnerez ce terme. Alors, les arguments utilisés par la ville, quels sont-ils? Parce qu'on dit ensuite, on va vous aider à vous reloger. On va vous aider à vous reloger. D'abord, on vous chasse de chez vous et ensuite, on vous aide à retrouver quelque chose d'autre. On dit, c'est des immeubles en fin de vie. Ils sont un peu terminés. On va vous donner un immeuble plus moderne. Ça, c'est l'argument. Et plus moderne et plus encore. Donc, tout ira pour le mieux. C'est pour votre bien qu'on vous chasse, les enfants. C'est pour votre bien qu'on vous chasse, les amis. Alors là, il y a des histoires. Un homme de 81 ans qui paye un loyer modeste. Il dit, mais est-ce que je vais être capable de me retrouver quelque chose? C'est des gens assez modestes, globalement. Et ça, qu'est-ce que ça nous dit, cette histoire qui est frappante? C'est que c'est l'envers du récit enchanté de l'immigration en Allemagne. Parce que qu'est-ce qu'on nous dit depuis 2015? On nous dit que l'Allemagne était parfaitement capable d'accueillir d'abord les Syriens. Et là, maintenant, il y a davantage, soit dit en passant, en un an, d'Ukrainiens que de Syriens. On note, avec grand étonnement, je lisais dans Le Monde, ça ne faisait pas référence à l'histoire que je vous conte ici, mais plus largement par rapport à l'accueil des réfugiés, on dit c'est formidable comme ça se passe bien cette fois-là. Comment l'expliquer? Et là, on dit, auparavant, c'était en 2015 des jeunes hommes, on pourrait ajouter dans la vingtaine, d'une ère civilisationnelle assez distincte, avec les histoires que l'on sait, par exemple à Cologne. Là, on est devant des femmes autour de la quarantaine avec des enfants d'une ère civilisationnelle qui est la même. L'explication qui est donnée par Le Monde, eh bien, c'est parce qu'il y a eu une véritable volonté d'intégration politique, une vraie volonté politique qui s'est exprimée par le pouvoir allemand dans ce cas-là. Donc, autrement dit, la culture ne compte pas, le type de réfugié ne compte pas, le type d'immigré ne compte pas. L'essentiel, c'est si la société d'accueil veut vraiment accueillir les réfugiés. Autre élément, on nous dit, et ça c'est assez fascinant, on dit qu'il n'y a pas de débat politique, vous savez, en Allemagne, sur l'immigration. Il n'y en a pas. On parle nos élections, on ne parle pas d'immigration. Mais ce qu'on constate, c'est qu'avec cette histoire et peut-être tant d'autres, il y a manifestement des angles morts qui remontent à la surface. Par exemple, ce droit que l'on se donne de chasser de chez eux des dizaines de personnes pour les remplacer par des réfugiés. Dans l'actualité cette semaine, Philippe de Villiers, on a un programme et je le dis aux téléspectateurs, restez avec nous parce qu'on a une actualité absolument passionnante. On a vécu une scène surréaliste à l'Assemblée nationale. Des journalistes du média Frontières ont été mis en difficulté, une sorte de coup de pression, par des députés socialistes, communistes, LFI, contraints d'être exfiltrés, ces journalistes Frontières, en cause leur dossier sur LFI. LFI, le parti de l'étranger. Et avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on voit une courte séquence où vous avez une journaliste qui va être malmenée par une députée socialiste qui s'appelle Claudia Rouault. Elle va prendre des coups de coude carrément.
Geoffroy Lejeune. Alors vous connaissez bien l'Assemblée nationale, Philippe, vous y avez été longtemps élu. Est-ce que d'expérience, vous avez déjà vécu ce genre de scène? Non, jamais. Un jour, Jean de Lipkowski m'a raconté, c'était un homme délicieux, très cultivé, il m'a raconté qu'il avait été choisi par Gaston Defferre et René Ribière, ça vous dit rien parce que c'est trop vieux pour vous, 1967, pour arbitrer un duel, un vrai duel. Ils se sont battus et jusqu'au sang, enfin. Et c'est lui qui a arrêté le duel parce que Ribière a été 2 fois blessé par Defferre. Tout ça parce que Ribière avait insulté Defferre, qui lui avait répondu « espèce d'abruti ». Voilà. Et donc, à l'époque, ils sont allés du côté de Neuilly, dans un champ, et ils se sont battus en duel. Voilà. Mais là, ce qu'on vient de voir, c'est très intéressant à observer. D'abord, je voudrais dire que moi, je suis un lecteur assidu de Frontières. C'est remarquable. C'est vraiment toute cette nouvelle génération pour laquelle moi je suis venu ici à CNews. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, c'est extraordinaire ce que fait tout le groupe. Parce que vous avez tous ces jeunes journaux, tous ces jeunes magazines, tous ces nouveaux talents, Causeur, L'Incorrect, etc. Ils sont tous là. Éric Tegner, c'est un garçon qui intervient, un journaliste qui intervient sur CNews, toujours brillant, toujours précis, incisif, habité. Et donc, j'étais outré, j'étais scandalisé de voir la scène que nous avons vue. Et en fait, si on prend un tout petit peu de hauteur, il y a 2 leçons de se précipiter caillebotter, comme disent les chimistes. La première leçon, c'est que le narratif officiel sur l'ensemble des médias est exactement inverse de ce qui s'est passé. Puisque ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un coup de pression sur une jeune journaliste qui s'appelle Louise Maurice, héroïne, et elle ne s'est pas laissée faire, mais quand même. Donc un coup de pression. Et aujourd'hui, de quoi on parle? La provocation des journalistes de Frontières. Ah bon? C'est eux qui sont à l'origine de ce pourquoi ils ont été victimes. Donc c'est la fameuse inversion victimaire. Et puis, il y a aussi une autre leçon sous-jacente. C'est la reconstitution du Front républicain. Parce que vous avez vu l'ensemble des groupes politiques qui a condamné, en fait, et le coup de pression et la provocation. En d'autres termes, Madame Braun-Pivet a expliqué « Oh là là, on va revoir les accréditations ». Et alors ce matin, j'ai ri en voyant Romain Desarbes qui charcutait de manière très courtoise Éric Coquerel. Et en fait, ce que disait Éric Coquerel, en gros, c'est extraordinaire, on se croit en Union soviétique. Il dit, ouais, ok, d'accord, il y a des journalistes militants, il y a des militants journalistes. Et c'est pas pareil. Ils ont tous la carte de presse, donc c'est pas là-dessus qu'on peut juger. Alors, les journalistes militants, ils sont à gauche, et les militants journalistes, ils sont à droite. On a le droit d'être journaliste militant, parce qu'on est à gauche, mais on n'a pas le droit d'être militant journaliste parce qu'on est à droite. Et donc, il faut changer les accréditations, et ce qu'ils sont en train de préparer, c'est le coup de C8. Arcom sort de ce corps. Vous souhaitez revenir sur une déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui est passée inaperçue. Et ça fait, depuis qu'il a tenu ses propos, qu'on souhaitait en parler dans cette émission. Mais à chaque fois, on repoussait l'échéance. Elle date d'il y a un mois, lors d'un colloque, à l'Assemblée nationale. Et voilà Jean-Luc Mélenchon qui a exprimé sa vision de la France et de l'évolution de la France. Jean-Luc Mélenchon. Là est en train de se constituer une alliance africaine, tout le continent africain, pour l'espace. Là, à Pâques prochain, ici, on a appris ça ce midi en discutant. D'accord ? Ça veut dire que l'idée, elle n'était pas si mauvaise que ça.
Et que, bien sûr, il faut qu'il y ait des Français qui soient là, qui conseillent, qui aident, qui soient à disposition. Et puis, figurez-vous que maintenant, on est un peuple de petits vieux. Alors, ça ne peut pas durer comme ça. Ça n'existe pas une nation où la majorité de la population a mon âge. Ça, c'est pas possible. Donc, on a besoin de l'énergie du monde. Et tout ce qui nous permet de nous mettre en contact avec la jeunesse, puis remettre les clés de la maison partout où on peut, à commencer par notre propre pays, c'est bon et positif. Il y a là des millions d'esprits disponibles pour bien faire, agir, trouver, inventer des choses. Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, vous avez été l'un des premiers à parler de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise comme d'une 5e colonne. Comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui la stratégie de Jean-Luc Mélenchon ? Alors la stratégie, elle est tout entière dans ce passage de son discours où il dit « La France est un pays de petits vieux, il faut que vous, les Africains, vous veniez remplacer les petits vieux. » Vous avez vu, il le dit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que derrière, il y a une doctrine. Le parti de l'étranger. C'est vraiment ça, le parti de l'étranger. Le parti de l'étranger, c'est un parti qui appelle au populicide français. C'est Pierre Juillet a écrit devant moi cette phrase extraordinaire que je ressasse. Le voilà, à nouveau le parti de l'étranger, avec sa voix paisible et rassurante. Ne l'écoutez pas, car c'est l'engourdissement qui précède la paix de la mort. Le parti de l'étranger. Et ce parti de l'étranger, il est établi sur ce que j'appelais tout à l'heure l'inversion victimaire. C'est-à-dire, l'inversion victimaire, ça veut dire que le premier des crimes, le crime des crimes, c'est le colonialisme. Israël est un État colonial, la France est un État post-colonial. Donc l'urgence pour Mélenchon, c'est de décoloniser pour recoloniser. Derrière cette doctrine, il y a une stratégie. Et je réponds directement à votre question. En fait, Jean-Luc Mélenchon promène dans l'air du temps, avec un génie qui lui est propre, 2 projections imaginaires qu'il essaye tour à tour. La première, c'est la créolisation des urnes. Ça peut marcher, c'est une question de nombre. Donc il suffit de patienter pour lui. Le nombre, le nombre, le nombre. Et puis la deuxième projection, c'est l'apocalypse insurrectionnelle. Si on n'a pas les urnes, on aura la rue pour changer de régime. Derrière cette stratégie, il y a une ligne de fuite. C'est la nouvelle France. En fait, Mélenchon ne veut pas changer la France. Non, il veut changer de France. C'est pas pareil, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire la créolisation de la France, ça veut dire un pays neuf, avec un nouveau peuplement. Et la coexistence expérimentale de l'islamisme ancestral et le wokisme radical, c'est-à-dire la femme grillagée et l'homme enceint. En fait, Mélenchon, pour ceux qui connaissent bien l'histoire de la Révolution, ce qui est mon cas, enfin, je crois la connaître. En tout cas, je connais bien Robespierre. Je connais nos bourreaux, si vous voulez. Voilà, soyons modestes. Parmi les bourreaux, il y a Carrier, vous savez, qui est les noyades de Nantes. Donc nous, on connaît les Vendéens. Aragon disait ce fleuve révolutionnaire, la Loire. Bon. Et en fait, il y a 2 phrases de Carrier qui lui vont bien, à mon avis, qui sont sa devise secrète. Robespierre en kéfier, Carrier en kéfier. La première, c'est par principe d'humanité que je purge la terre de la liberté de ses hommes. Et la deuxième, c'est plutôt mourir que de ne pas régénérer la France à notre manière. Et donc, en réalité, l'idée de Mélenchon tient dans un mot, la régénération. La régénération de Mélenchon, c'est changer de France, faire entrer un peuple neuf. Il dit, il a un mot pour ça, un peuple d'humanité, un peuple monde. Donc nous sommes face à une menace redoutable qui touche
au pronostic vital de la France. Si Mélenchon continue, si le nombre continue, si on continue à faire rentrer chaque année cette migration invasive qui nous submerge, il suffit de voir la rupture du jeûne dans les stades récemment pour comprendre que les années qui viennent seront des années difficiles. Ce sont les années de la survie, les amis. Ici, à cet endroit-là, vous allez voir le panneau affiché sur l'arbre. C'est cette maison-là qui va être rasée, les pins coupés, et où il va y avoir 2 bâtiments qui vont être mitoyens des 2 villas de chaque côté. 18 logements donc, avec seulement 18 places de parking. Là, c'est une route départementale. J'ai reçu en mars 2023 un courrier de Madame la préfète à l'époque qui m'informe que l'État a fait jouer son droit de préemption puisque je suis une commune carencée. Elle a cassé le compromis d'une famille en fait qui avait signé pour venir acheter cette maison, qui avait d'ailleurs commencé à inscrire ses enfants à l'école, vendu son propre bien. Donc la préfecture m'informe qu'elle a fait préemption et elle me demande dans ce courrier si j'ai 4 ou 5 noms de bailleurs sociaux avec lesquels j'aimerais travailler. Et depuis, il se passait plus grand-chose, si ce n'est qu'ils essayaient de monter un projet à cet endroit-là. Je ne peux même pas vous dire si cette copropriété va s'intégrer dans le village, puisque n'ayant pas eu la possibilité d'instruire le permis et encore moins de le signer, je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. J'ai appris la signature du permis de construire par le préfet par une de vos consoeurs journalistes parisiennes qui m'appelle un jour et qui me dit « Est-ce que vous voulez réagir au permis de construire qui a été délivré par le préfet hier ?» J'ai eu une réaction un peu de dégoût, quoi. Le collectif s'est mobilisé et a fait des réunions publiques pour informer la population de cette situation. Ça a mobilisé du monde, vraiment beaucoup de monde. Ça a même mobilisé une association villeneuvoise, donc de la commune mitoyenne. Et je sais qu'ils ont fait un recours au tribunal. On verra bien ce que jugera le tribunal. Ce qui est évident, c'est que les riverains de cette future copropriété vont voir leurs biens se dévaloriser. Ce sont des gens qui ont peut-être mis 30 ans à financer leur petit pavillon. Je ne suis pas du tout, mais absolument pas contre le logement social. Je me bats juste pour qu'il soit intégré dans le village, mais autant par les habitants du village, mais que par les gens qui vont venir habiter ces logements. Je trouverais absolument indécent de pouvoir, là, mettre 18 familles dans des conditions où je sais qu'il va y avoir des problèmes. Paris est une honte. Je le dis carrément, Paris est une honte absolue pour la France. Et si vous êtes parisien, je suis désolé de le dire, mais je vais vous montrer des images du métro. Comment vous pouvez croire que vous êtes à Paris quand vous voyez des images du métro comme celle que je vais vous montrer? Paris est une honte, c'est une verrue que l'on met en pleine tête des Français. C'est devenu une véritable verrue. La ville lumière devrait être maintenant notre honte nationale. Quand on regarde les images que je vais vous montrer, on a même du mal à y croire. Même du mal à y croire. C'est-à-dire, bon, pour les Parisiens, moi j'ai été parisien très longtemps, pour les Parisiens, on reconnaît un métro parisien. Mais sinon, honnêtement, je vous dirais que vous êtes quelque part dans un pays pauvre, quelque part en Afrique centrale, vous y croyeriez. C'est délirant. Les images que je vais vous montrer sont délirantes. Et moi, ce qui me fait honte, mais vraiment honte, c'est de savoir que des touristes passent devant ça tous les jours. Est-ce que vous avez vu l'état de ce métro ? Il y a des familles entières de migrants, je dis migrants parce que honnêtement, il y a quasiment que des Noirs, sauf a priori une famille dont les femmes sont voilées, donc je ne suis pas capable de dire si ils sont noirs ou pas. Mais il y a des familles entières qui dorment par terre, regarde cette première image, qui dorment par terre sur des cartons dans le métro.